Profite bien de ta cabane, se sont moqués de moi quand ma grand-mère m'a laissé sa vieille cabane. Les géomètres ont frappé à la porte. Madame, vous êtes propriétaire de toute la montagne. Il s'est avéré qu'ils envahissaient mes terres depuis des années sans le savoir. La lecture du testament de grand-mère Rosa a eu lieu dans la bibliothèque de la maison de l'oncle Ricardo. La même maison qu'il avait construite sur ce qu'il disait toujours être son terrain. Avec vue sur la vallée. La même vallée où la vieille cabane de ma grand-mère se cachait comme un souvenir oublié, presque invisible entre les arbres. C'était un jour d'octobre, avec cette lumière dorée qui me rappelait toujours les étés passés avec ma grand-mère. Quand je suis arrivé à la maison de l'oncle Ricardo, tout le monde était déjà réuni dans la bibliothèque. L'ambiance était tendue, pleine d'attente et d'une cupidité à peine dissimulée. Mes oncles parlaient à voix basse en regardant des documents qu'ils avaient apportés, comme s'ils partageaient déjà les biens avant l'heure. La bibliothèque était impressionnante, avec des étagères en bois sombre qui montaient jusqu'au plafond et une grande table de réunion au centre. Tout semblait conçu pour impressionner, pour montrer le succès et la richesse. L'oncle Ricardo avait insisté pour que la réunion ait lieu ici, sur son territoire, où il se sentait le plus puissant. Ah mon fils Ricardo, lut l'avocat en ajustant ses lunettes à monture fine. Je laisse ma collection de livres en première édition et le bureau en acajou. L'oncle Ricardo hocha la tête avec un sourire satisfait, déjà en train de calculer mentalement la valeur. Il avait vu cette collection plusieurs fois. Des premières éditions de Garcia Marquez, Borges, Octavio Paz. Certains livres que la grand-mère avait achetés lors de ses voyages en Amérique latine quand elle était jeune. Le bureau en acajou était une pièce ancienne sculptée à la main qui avait appartenu à l'arrière-grand-père. Il valait sûrement une fortune sur le marché des antiquités. Enfin quelque chose d'utile, murmura l'oncle Ricardo. Même s'il essaya de le faire passer pour un commentaire banal. Ses enfants, mes cousins Broglio et Malisa, échangèrent des regards complices. Ils faisaient déjà leurs calculs sur ce qu'ils pourraient vendre. À ma fille Patricia, je laisse mes bijoux et le contenu de mon coffre-fort. Tante Patricia caressa son collier de perles avec une expression de triomphe sur le visage. La grand-mère avait une collection impressionnante. Elle avait hérité de quelques pièces de sa propre mère, et le grand-père lui en avait offert d'autres pendant leurs 50 ans de mariage. Des bagues en émeraude. Des colliers en or, des boucles d'oreilles en diamant. Des pièces que j'avais vues sur des photos de famille. Mais que grand-mère portait rarement. Elle préférait ses simples boucles d'oreilles en argent et son alliance usée. J'ai toujours su que maman appréciait mon bon goût, dit tante Patricia avec ce sourire qui m'avait toujours mise mal à l'aise. Ces bijoux ont besoin de quelqu'un qui sache les porter correctement. À mon fils Miguel, je lègue mon portefeuille d'investissement et ma collection de voitures anciennes. Mon père redressa sa veste, satisfait. 3 voitures anciennes et un portefeuille financier solide. Exactement ce qu'il espérait. Les voitures étaient en parfait état. Rangées dans un garage que la grand-mère avait fait construire spécialement pour elle. Une MEN de 67, une Camaro de 69 et une Chevrolet de 55. Le grand-père avait été mécanicien avant de prendre sa retraite et il entretenait ses voitures comme ses bébés. Mon père en parlait depuis des années. Maman a toujours eu un bon œil pour les investissements, dit-il avec une fierté à peine dissimulée. Ce portefeuille doit être bien diversifié. L'avocat hocha la tête. En effet, votre mère était très prudente avec ses finances. Le portefeuille inclut des actions, des obligations et quelques fonds mutuels qui ont très bien rapporté. Léa ma petite fille Emma. L'avocat fit une pause et leva les yeux vers moi, avec ce qui ressemblait à de la pitié. Je lui laisse la cabane à Deir, Crikrail, et tout ce qu'il y a dedans. Le silence dura 3 secondes avant que les rires ne commencent. La cabane, réussit à dire mon cousin Broglio entre 2 éclats de rire. Là elle t'a laissé ce truc à termites. J'espère que tu préfères les latrines aux vraies toilettes, ajouta ma cousine Malisa en essuyant ses larmes de rire. Le rire remplissait toute la bibliothèque. C'était comme s'ils attendaient ce moment depuis toujours. Comme s'ils avaient planifié cette réaction. Je connaissais cette cabane mieux que personne. J'y avais passé tous mes étés depuis mes 8 ans. Quand mes parents avaient décidé qu'il valait mieux m'envoyer chez grand-mère que s'occuper de moi pendant les vacances. Sérieusement, demanda ma cousine Malisa en riant encore. Ce truc tient encore debout? La dernière fois que je l'ai vue, elle avait l'air de tomber au moindre coup de vent. Là elle est sûrement remplie de souris, ajouta Broglio. Et d'araignées. Plein d'araignées.
Mais c'est l'oncle Ricardo qui rit le plus. Oh, Emma, se moqua Théil. Tous ces étés passés là-bas avec elle, et tout ce qu'elle t'a laissé. C'est une cabane sans électricité correcte. Je restais silencieuse, les mains sur les genoux, me souvenant de ces étés. Quand grand-mère m'apprenait à reconnaître les champignons comestibles. À lire le terrain. Me racontait des histoires sur grand-père et comment ils avaient acheté cette propriété inutile pour presque rien en 1952. Je me souvenais des promenades matinales. Quand grand-mère m'enseignait à identifier les plantes médicinales qui poussaient dans la montagne. Elle m'avait montré celles qu'on pouvait manger et celles qui étaient toxiques. Comment faire une infusion de camomille sauvage. Comment reconnaître l'odeur de la menthe qui poussait près du ruisseau. Regarde, Emma, m'avait-elle dit un jour en me montrant la vallée depuis le porche de la cabane. Ton grand-père et moi avons acheté ce terrain quand personne n'en voulait. Tout le monde disait qu'on était fous, que c'était trop loin, trop sauvage. Mais nous, on a vu autre chose. La grand-mère m'avait raconté comment ils étaient arrivés ici en 1952. Tout juste mariés. Avec peu d'argent mais beaucoup de rêves. Le grand-père travaillait dans la construction la semaine. Et le week-end, ils venaient ici construire la cabane de leurs propres mains. Il leur avait fallu presque 3 ans pour la terminer. Ton grand-père disait que la terre te parle, si tu sais l'écouter. M'avait-elle dit. Cette terre nous attendait. Peut-être qu'elle pourra la louer sur Ironon, dit tante Patricia en feignant l'inquiétude. Mais qui voudrait séjourner dans un endroit sans réseau et avec un puits qui sèche en août? Les rondins doivent être pourris, ajouta mon père sans me regarder. Franchement, vaudrait mieux laisser la forêt l'engloutir. Mais je savais que la cabane était solide. Grand-père avait choisi chaque tronc lui-même. Il avait utilisé des techniques de construction apprises de son propre père. Grand-mère m'avait montré comment vérifier la structure, entretenir le bois. Nettoyer la cheminée. Chaque été, on faisait ensemble les réparations nécessaires. Le puits ne s'est jamais asséché, dis-je à voix basse. Mais personne ne m'écoutait. Il continuait à rire. Et tante Patricia en rajouta. C'est tellement isolé. Il n'y a même pas un supermarché à moins d'1 heure. Comment va-t-elle entretenir ça? Peut-être qu'elle pourra la vendre à un hippie qui veut vivre sans technologie, suggéra Broglio avec sarcasme. En fait, dis-je en me levant. Je pense y aller ce week-end pour voir dans quel état elle est. Cela déclencha une autre vague de rire. Prends une tente, lança l'oncle Ricardo en riant. Au cas où le toit se serait effondré. Et un générateur, ajouta tante Patricia. Parce que l'électricité ne doit même plus fonctionner. Tu as encore la clé, demanda mon père comme si c'était absurde. Grand-mère m'en a donné une copie il y a des années, répondis-je. C'était vrai. Elle me l'avait donnée quand j'avais 16 ans en me disant que la cabane serait toujours mon refuge. Bonne chance, dit Malisa avec un faux sourire. J'espère que tu ne tomberas pas sur des ours. J'ai pris mon sac et je suis sorti. Derrière moi, ils se partageaient déjà ce qu'ils pensaient être la vraie héritage. La voiture de grand-mère. Sa vaisselle de luxe. Sa maison en ville. En marchant jusqu'à ma voiture. J'ai pu entendre leur voix par la fenêtre ouverte de la bibliothèque. Ils discutaient déjà de qui aurait quoi, comment diviser les choses de valeur. La maison de grand-mère en ville. Qui n'avait même pas été mentionnée dans le testament. Ils la considéraient déjà comme à eux. Et évidemment, il faudra la vendre. Entendis-je dire tante Patricia. Le marché immobilier est excellent en ce moment. On pourra se partager les bénéfices en parts égales, suggéra mon père. Et évidemment. Entre nous 3, ajouta l'oncle Ricardo. Emma a déjà eu son cadeau. Leurs rires me suivirent jusqu'à la voiture. Le trajet jusqu'à la cabane m'a permis de réfléchir. Il y avait quelque chose qui ne collait pas. Grand-mère n'avait jamais été injuste. Elle avait toujours traité tous ses enfants de la même façon. Et elle m'aimait beaucoup. Mais pas plus que ses autres petits-enfants. Pourquoi m'aurait-elle laissé seulement la cabane? La cabane se trouvait à 2 heures de route, sur un chemin de montagne qui devenait de la terre et des cailloux. À mi-chemin, ma voiture avait du mal à supporter les nids de poules. Mais je suis arrivé. Le chemin s'était détérioré depuis ma dernière visite, presque 2 ans plus tôt. Grand-mère se plaignait toujours que la commune ne faisait pas l'entretien des routes rurales. Mais elle n'avait jamais demandé qu'on les goudronne.
Les chemins difficiles tiennent les touristes à l'écart, disait-elle. En montant la montagne, les souvenirs devenaient plus clairs. Je me souvenais de la première fois que j'avais fait ce trajet, assise à l'arrière du vieux pick-up de grand-père. Tout excité à l'idée de passer l'été à la montagne. C'était après le divorce de mes parents. Même si je ne comprenais pas tout à l'époque. Je savais juste que maman pleurait beaucoup et que papa ne vivait plus avec nous. « Tu vas passer l'été chez ta grand-mère », m'avait dit ma mère. « Ça te fera du bien d'être dans la nature. » Au début, j'avais protesté. Je voulais rester en ville avec mes copines, aller à la piscine du club, faire des trucs normaux d'été. Mais grand-mère avait une façon de transformer tout en aventure. Je me suis garé à l'endroit où la vieille camionnette de grand-mère se garait. La cabane était exactement comme je m'en souvenais, simple mais solide, faite avec les troncs que grand-père avait coupés lui-même. Le toit était couvert de mousse, mais il était intact. Le porche grinçait, mais il supportait mon poids. La cabane était exactement comme dans mes souvenirs, petite, rustique, mais robuste. Les troncs avaient cette couleur grisâtre qui vient avec les années d'exposition au climat. Mais il n'y avait aucun signe de pourriture. Le toit de tuiles était en parfait état. Et la mousse qui le recouvrait aidait en fait à garder l'humidité à l'extérieur. Le porche était mon endroit préféré. Il avait une vue incroyable sur la vallée. Et le soir, quand le soleil se couchait derrière les montagnes, tout devenait doré. Ma grand-mère et moi avions l'habitude de nous asseoir ici après le dîner. Elle tricotait, lisait, moi je dessinais, j'écrivais dans mon journal. Ce porche a vu beaucoup de couchers de soleil, m'avait-elle dit une fois. Ton grand-père et moi, on s'asseyait ici tous les soirs. Les premières années, on rêvait de notre avenir. On parlait des enfants qu'on voulait avoir, des rêves qu'on avait. À l'intérieur, tout semblait intact, comme si grand-mère était juste sortie se promener et allait revenir à tout moment. La porte principale donnait directement sur le salon, qui servait aussi de salle à manger. Il y avait une cheminée en pierre sur un mur, entourée d'étagères pleines de livres. Un vieux canapé mais confortable. Une table en bois fabriquée par grand-père. Et un fauteuil à bascule où grand-mère aimait s'asseoir pour tricoter. La cuisine était petite mais fonctionnelle. Elle avait une cuisinière à gaz, un frigo un peu vieux mais encore en état de marche. Et une table ronde où on prenait le petit déjeuner tous les matins. Les murs étaient couverts de photos de famille. De recettes écrites à la main. Et de plantes suspendues que grand-mère soignait avec amour. La chambre principale était simple. Un lit double avec un couvre-lit fait par grand-mère. Une armoire en bois. Et une commode avec un miroir. Il y avait une autre petite chambre où je dormais enfant. Avec un lit simple. Et un bureau où je faisais mes devoirs de vacances. Tout était propre et bien rangé. Comme si grand-mère avait préparé la maison pour ma venue. Sur la table de la cuisine, il y avait une enveloppe avec mon nom. Ma chère Emma. Si tu lis ceci, c'est que tout s'est passé comme je l'imaginais. Ta famille s'est sûrement moquée de ce que je t'ai laissé. Laisse-les rire. Tu es la seule à vraiment aimer cette terre comme moi. La seule qui m'a écouté quand je parlais de limites de terrain et de repères. Dans le placard de la chambre. Derrière les manteaux d'hiver. Tu trouveras une boîte en métal. Là-dedans, tu as tout ce qu'il te faut. Souviens-toi de ce que je t'ai toujours dit. Les vrais trésors ressemblent parfois à des déchets pour ceux qui ne savent pas regarder. Avec tout mon amour. Grand-maman Rosa. PS, n'oublie pas d'arroser les tomates. Cette année, je les ai plantées un peu tard. Mes mains tremblaient en lisant la lettre. L'écriture de grand-mère était reconnaissable entre toutes. Cette calligraphie élégante qu'elle avait apprise à l'école, des décennies plus tôt. Je pouvais entendre sa voix dans chaque mot, comme si elle se tenait à côté de moi. Je me rappelais toutes les fois où elle avait parlé des limites de propriété. Je croyais que c'était juste une obsession de vieille dame. La manie de quelqu'un qui avait trop longtemps vécu au même endroit. Mais en lisant cette lettre, je commençais à comprendre qu'il y avait autre chose. « Viens ici, Emma. » m'avait-elle dit un jour, j'avais environ 14 ans. Je vais te montrer quelque chose d'important. Elle m'avait emmené marcher le long des limites de la propriété. Me montrant des arbres marqués. Des pierres peintes. Des piquets métalliques enfoncés dans le sol. Ce sont les repères d'origine, m'avait-elle expliqué. Ton grand-père et moi, on les a mis quand on a acheté cette terre. C'est important que tu les connaisses.
À l'époque, j'avais trouvé ça ennuyeux. Je voulais aller nager dans le ruisseau. Pas marcher dans la forêt à regarder des arbres. Mes grands-mères avaient insisté. Et j'avais mémorisé chaque marque, chaque point de repère. J'ai trouvé la boîte exactement là où elle l'avait dit. Elle était ignifuge. Et contenait plusieurs enveloppes Manila bien étiquetées. Elle était cachée derrière de vieux manteaux d'hiver qui sentaient la naphtaline. Elle était lourde, de la taille d'une boîte à chaussures. Avec une serrure à combinaison. J'ai essayé la date de naissance de grand-mère. 15 mars 1928. La boîte s'est ouverte avec un clic satisfaisant. À l'intérieur, il y avait 8 enveloppes Manila. Chacune avec une étiquette écrite soigneusement. Carte originale 1952. Titre de propriété et droit minier. Droit forestier. Photos aériennes, 1952-2020. Correspondance juridique. Documents du comté. Invasion documentée. Instruction pour EMA. Mes mains tremblaient en ouvrant la première. Une carte topographique de 1952. Mes yeux se sont agrandis en suivant les lignes du terrain. Ce n'était pas juste un petit terrain autour de la cabane. Les lignes s'étendaient sur des montagnes, des forêts et des vallées. La carte était en parfait état, protégée dans une pochette plastique. Elle avait été faite par le service de topographie du comté. Avec cachets officiels et signatures des responsables. Les lignes rouges montraient clairement les limites de la propriété. Et en les suivant avec le doigt, je n'en revenais pas. La propriété s'étendait vers le nord sur presque 3 km. Incluant toute la crête de la montagne jusqu'au sud. Elle descendait jusqu'à la vallée, englobant le ruisseau. Et une grande partie de la forêt. Vers l'est et l'ouest, les lignes suivaient les formes naturelles du terrain. Incluant 2 autres petites collines. Je me suis laissé tomber assise sur le lit, la carte tremblant entre mes mains. Ce n'était pas possible. Grand-mère n'avait jamais dit que la propriété était si grande. Elle avait toujours parlé de la cabane et du terrain autour. Comme si ce n'était que quelques hectares. La deuxième enveloppe contenait le titre de propriété original et les droits miniers. Il était daté du 15 septembre 1952. Signé par Joaquín Hernández, mon grand-père. Et Rosa Maria Vázquez de Hernández, ma grand-mère. Le prix d'achat avait été de 1002 cents pour 20 000 acres de terrain montagneux. Avec un ruisseau permanent, une forêt mixte et les droits miniers inclus. Les droits miniers, je les avais déjà entendus mentionner aux infos. Mais je n'avais jamais vraiment compris. Selon les documents, mes grands-parents étaient propriétaires non seulement de la surface, mais aussi de tout ce qui se trouvait sous terre. La troisième enveloppe contenait les droits forestiers. Il y avait un contrat avec une entreprise forestière datée de 1965. Où les grands-parents avaient vendu des droits de coupe sélective pour 10 ans. Après ça, tous les droits étaient revenus à eux. Il y avait des lettres d'entreprises forestières plus récentes. Qui proposaient d'acheter les droits de coupe. Mais tout avait été refusé. Le bois vaut plus en poussant. Avait écrit grand-mère sur une note. Surtout quand il pousse sur ta propre terre. La quatrième enveloppe contenait des photos aériennes de différentes décennies. Montrant comment des constructions avaient peu à peu envahi. Ce qui était clairement la terre de grand-mère. La première photo datait de 1952. La montagne était entièrement recouverte de forêt. Et la cabane n'était qu'un minuscule point. La deuxième, de 1975, montrait quelques maisons dans la vallée. La troisième, de 1990, révélait encore plus de constructions. Mais encore concentrées dans certaines zones. Mais les photos les plus récentes, de 2010 et 2020, montraient un changement radical. Il y avait des maisons partout, des routes goudronnées, et ce qui ressemblait à un projet commercial. Et tout cela était à l'intérieur des limites tracées sur la carte originale. La maison de l'oncle Ricardo. Des maisons de vacances sur la colline. Même des pistes de la station de ski. J'ai cherché la photo la plus récente. Et je l'ai comparée à la carte. La maison de l'oncle Ricardo, cette grande bâtisse à 2 étages avec vue sur la vallée, était clairement sur la terre de grand-mère. Et pas seulement elle. Tout le projet résidentiel de Medubiu, où vivaient plusieurs familles riches, était construit sur un terrain qui appartenait légalement à grand-mère. La station de ski Ski Mountain Peak avait construit 3 de ses pistes principales. À travers cette propriété.
Sur la photo aérienne, on voyait clairement les pistes dégagées qui descendaient la montagne. Avec les télésièges. Et un chalet de ski à la base. J'ai passé tout le week-end à examiner chaque document. À croiser les informations. À noter les détails. La 5e enveloppe, la correspondance juridique, contenait des dizaines d'années de lettres entre grand-mère et différents avocats. Tout avait commencé en 1985. Quand elle avait remarqué que des maisons étaient en train d'être construites sur sa terre. Les premières lettres étaient polies, demandant quels étaient les moyens légaux pour faire valoir ses droits. Cher maître Martinez, disait une lettre de 1987. J'ai remarqué plusieurs constructions sur ce que je pense être ma propriété. Je joins une copie de mon titre de propriété. Pourriez-vous m'aider à comprendre les étapes à suivre? La réponse de l'avocat était décourageante. Chère Madame Hernandez. Même si vos documents semblent en règle. Engager une action en justice pour invasion de terrain serait coûteux. Et pourrait prendre des années. En plus, si les constructions sont là depuis longtemps. Les occupants peuvent réclamer des droits par prescription. Mais grand-mère ne s'était pas laissée décourager. Elle avait consulté d'autres avocats. Fait ses propres recherches sur la loi. Et documenté chaque nouvelle construction apparue sur sa terre. La 6e enveloppe contenait des documents du comté. Des copies de permis de construire. Des cartes cadastrales. Et des registres fiscaux. Ce qui était le plus intéressant, c'est que beaucoup de permis de construire avaient été délivrés sans vérifier correctement à qui appartenait la terre. On dirait que le comté donne des permis sans faire les études topographiques comme il faut. Avait écrit grand-mère dans une note. Plusieurs employés avaient avoué s'être basés sur des cartes anciennes. La 7e enveloppe, invasion documentée, contenait des photos. Des coupures de journaux. Et une liste détaillée de toutes les constructions faites sur la propriété au fil des années. Grand-mère avait été très méticuleuse. Elle avait photographié chaque nouvelle construction. Gardé les annonces de vente de terrain qui, techniquement, n'appartenaient pas aux vendeurs. Et elle avait fait une liste avec les adresses exactes et les dates de construction. Une maison de Ricardo Hernandez. Mon fils, disait une note. Construite en 1998, à environ 150 mètres à l'intérieur de ma propriété. Il n'a jamais demandé d'autorisation ni proposé d'acheter le terrain. Lotissement Meadow, disait une autre ligne. Construction commencée en 2005. 9 maisons complètement à l'intérieur de ma propriété. 2 autres partiellement. La station Mountain Peak, continuait la liste. L'extension débutée en 2010. 3 pistes de ski traversent ma propriété. Télésiège construit sans autorisation sur mon terrain. Grand-mère ne faisait pas qu'être au courant de ce qu'elle possédait. Elle avait gardé chaque preuve avec soin. Et elle n'en avait jamais parlé. La 8e enveloppe, instruction pour Emma. Contenait une lettre plus longue et plus détaillée. Ma chère Emma. Si tu lis ceci, c'est que tu as trouvé la boîte. Et que tu as regardé tous les documents. Maintenant tu comprends pourquoi ta famille a ri. Quand je t'ai laissé seulement la cabane. Je documente ces invasions depuis plus de 30 ans. Au début, j'ai pensé à porter plainte. À me battre pour ce qui nous appartenait. Mais j'ai compris qu'en le faisant pendant que ton grand-père et moi étions encore vivants. Cela ne causerait que des conflits familiaux que je ne voulais pas vivre. Ton oncle Ricardo a construit sa maison sur notre terre. Parce qu'il pensait qu'on ne le découvrirait jamais. Quand je l'ai confronté, il m'a dit qu'il méritait cette terre. Parce qu'il avait pris soin de nous pendant des années. Ta tante Patricia savait tout depuis le début. Mais elle a préféré faire semblant de rien. Ton père? Eh bien, ton père est un homme bien. Mais il n'a jamais voulu se compliquer la vie avec des problèmes juridiques. Quand je lui ai parlé de la situation, il m'a dit qu'il valait mieux préserver la paix dans la famille. Mais toi, Emma, tu es différente. Tu aimes cette terre comme je l'ai aimée. Tu comprends que ce n'est pas une question d'argent, mais de justice. Tu as la force et la détermination de faire ce que je n'ai pas pu faire. Les documents que tu as trouvés sont tout ce qu'il te faut. Pour réclamer ce qui t'appartient légalement. J'ai consulté plusieurs avocats au fil des années. Et tous disent que tu as un dossier solide. Voici mes conseils. Engage un géomètre certifié pour marquer les vraies limites de ta propriété. Une fois que c'est fait, consulte un avocat spécialisé en droit immobilier.
Ne dis rien à la famille tant que tu n'as pas tous les papiers en règle. Quand tu seras prête, tu décideras si tu veux négocier avec les gens ou faire un procès. Souviens-toi que les lois de possession acquisitive exigent que l'occupation soit publique. Paisible, continue et de bonne foi. Dans la plupart des cas ici, les gens n'ont pas respecté tous ces critères. Surtout la bonne foi. Cette terre vaut bien plus que ce que ta famille imagine. Le développement commercial a fait exploser les prix dans cette zone. Rien que les droits de passage pour les pistes de ski valent des centaines de milliers de dollars. Mais plus que l'argent, Emma. Ce qui compte c'est que tu fasses justice. Cette terre a été achetée avec la sueur et les économies de ton grand-père et moi. Personne n'a le droit de la prendre sans payer. Fais ce que tu crois juste, ma petite fille. J'ai confiance en ton jugement. Avec tout mon amour. Grand-maman Rosa. PS, dans la boîte, il y a aussi une petite clé. C'est pour un coffre à la banque du village. À mon nom. Tu y trouveras d'autres documents. Et un peu d'argent pour les frais juridiques. Effectivement, il y avait une petite clé au fond de la boîte. Avec un papier où figurait le numéro du coffre. Dimanche soir, j'ai passé un coup de téléphone. J'ai besoin d'une étude complète de propriété. Ai-je dit au géomètre. J'ai un acte original qui dit que c'est environ 2000 acres. Mais j'ai besoin des limites exactes. J'avais trouvé le numéro du cabinet Mendoza dans l'annuaire. Quand j'ai expliqué ma situation, l'homme au téléphone avait l'air intrigué. Il y a eu un silence. 2000 ? C'est énorme, a-t-il répondu. C'est quand la dernière étude ? En 1952. Il a sifflé à l'autre bout du fil. Oui, ça mérite une mise à jour. Il y a eu beaucoup de construction dans ce secteur. Vous pourriez découvrir des choses intéressantes. Quelles choses, ai-je demandé. Eh bien, s'il n'y a pas eu d'études depuis tout ce temps. Il se peut qu'il y ait des constructions qui ne sont pas du tout à leur place. Ça arrive plus souvent qu'on le pense. Intéressant. Oui, c'est une façon de le dire. Combien coûterait une étude complète, ai-je demandé. Pour 2000 acres avec tous les documents officiels nécessaires. Il faut compter entre 8000 et 10 000. C'était beaucoup d'argent. Mais j'espérais que ce que je trouverais dans le coffre suffirait à payer. Quand pourriez-vous commencer, ai-je demandé. On peut envoyer une équipe là-bas la semaine prochaine. On aura juste besoin d'un endroit pour s'installer pendant les travaux. Vous pouvez utiliser la cabane, ai-je dit. L'aile à l'électricité et l'eau. Parfait. Je vous envoie le contrat par email demain. Cette nuit-là, je suis resté éveillé dans le lit de grand-mère. À regarder le plafond. Et à réfléchir à tout ce que j'avais découvert. Par la fenêtre. Je voyais les lumières de certaines maisons. Qui étaient apparemment construites sur mon terrain. C'était fou de penser que, techniquement, j'étais propriétaire de tout ce que je pouvais voir depuis cette fenêtre. Le lendemain, je suis allé à la banque du village. Le coffre contenait plus de documents. Y compris des versions plus anciennes du testament. Que grand-mère avait changé plusieurs fois. Et une enveloppe avec 15 000 $ en liquide. Pour couvrir les frais juridiques, disait une note. Ton grand-père disait toujours qu'il faut avoir de l'argent de côté pour les urgences. C'en est une. Il y avait aussi des photos de famille que je n'avais jamais vues. Dont certaines de grand-père en train de construire la cabane. Sur une d'elles. Il marquait un arbre avec de la peinture rouge. Posant une des limites de la propriété. 2 semaines plus tard, l'équipe est arrivée avec son matériel. Ils se sont installés à la cabane. Je leur ai donné tous les documents. L'équipe de topographie professionnelle Mendoza était composée de 3 hommes. Tom, le chef, et ses assistants Carlos et Miguel. Ils sont venus en camionnette remplie de matériel sophistiqué. Théodolite, GPS haute précision, piquet, peinture de marquage et ordinateur portable. Une documentation impressionnante, a dit Tom après avoir tout examiné. C'est rare de trouver des archives aussi complètes pour une propriété aussi ancienne. Ma grand-mère était très organisée, ai-je répondu. Regardez, ces cartes originales sont en parfait état. Et les photos aériennes vont beaucoup aider. Pour déterminer quand les intrusions ont eu lieu. En examinant, ils ont commencé à siffler et secouer la tête. Si tout ça est exact, dit Tom. Vous possédez plus de la moitié de la montagne.
Combien de temps pour confirmer, ai-je demandé. Donnez-nous une semaine. On va tout marquer. On va comparer avec les archives du comté. Et rendre ça officiel. Les jours suivants, je les observais travailler depuis le porche de la cabane. C'était fascinant de voir comment ils utilisaient leurs instruments pour mesurer avec précision. Comment ils posaient leurs repères. Comment ils vérifiaient sans cesse leurs cartes et leurs ordinateurs. Alors, ça avance, leur ai-je demandé le mercredi. Eh bien, dit Carlos en s'essuyant le front. Votre grand-mère avait raison. Il y a beaucoup de constructions qui ne devraient pas être là. Beaucoup, ajouta Miguel avec un sourire. Mais disons que ça va être un dossier intéressant pour les avocats. Cette semaine m'a semblé interminable. Je suis resté à la cabane. À m'occuper des petits détails. À entretenir le jardin de grand-mère. En ignorant les appels et les messages de ma famille. Me demandant si j'avais abandonné avec cette poubelle. Le jardin de grand-mère était magnifique. Il y avait des tomates, des piments, de la coriandre, des courges. Et plein d'herbes médicinales. Tout poussait de façon presque sauvage. Mais avec un ordre que seule elle comprenait. Elle avait passé des décennies à perfectionner ce jardin. Apprenant quelle plante poussait le mieux à quel endroit. Comment utiliser la lumière du soleil et l'eau du ruisseau. Les messages de ma famille devenaient plus insistants chaque jour. Emma, ça fait une semaine que tu es là. M'a écrit mon père. Tu ne crois pas que ça suffit? Cette cabane ne te nourrira pas, cousine. J'espère que tu vas bien. M'a envoyé Malisa. Papa dit que tu devrais penser à vendre ce terrain. Avant qu'il ne tombe en ruine. Ma fille, m'a appelé tante Patricia. On est inquiet pour toi. Ce n'est pas sain de t'isoler comme ça. Pourquoi tu ne viens pas chez nous? Le temps de décider quoi faire de cette propriété? Mais je ne répondais pas. J'avais besoin de temps pour tout assimiler. Pour planifier mes prochaines actions. Le vendredi, Tom m'a appelé. Mademoiselle Emma, vous devriez venir. Vous devez voir ça. Ils avaient installé une grande table sur le porche. Avec des cartes anciennes et nouvelles superposées. Et des drapeaux orange marquant tout le terrain. Le porche ressemblait maintenant à une salle de commandement militaire. Il y avait des cartes partout. Des ordinateurs portables ouverts. Et des piles de documents classés par catégorie. Les drapeaux oranges qu'ils avaient placés partout sur la montagne étaient visibles depuis le porche. Ils marquaient les limites exactes de la propriété. Félicitations, dit Tom. Vous êtes officiellement propriétaire de 2347 acres de terrain. Un terrain très précieux en montagne. J'étais choqué. Ce n'était pas 2000 acres. C'est ce que disait l'acte d'origine. Mais avec les lignes naturelles et les bords du bassin versant. C'est plus, expliqua Carlos. Les actes originaux utilisaient des références comme « jusqu'au ruisseau » ou « en suivant la crête de la montagne ». Quand on mesure ces repères naturels avec des outils modernes. La propriété est en fait plus grande que ce qu'on pensait au départ. Et les constructions, demandai-je. Il sortit une autre carte, cette fois avec des marques rouges. La maison de votre oncle est à plus de 150 mètres à l'intérieur de votre terrain. Il pointa du doigt d'autres maisons. Le développement de Médubieux. 9 de ces maisons sont construites sur votre propriété. Complètement dessus, précisa Miguel. On ne parle pas de petites invasions. Ces maisons sont clairement à l'intérieur de vos limites. Il désigna ensuite la station de ski. Il y a 3 pistes de ski et un télésiège qui traversent votre propriété. Le télésiège principal, ajouta Tom, a ses piliers de soutien directement sur votre terrain. Sans ces piliers, le télésiège ne peut pas fonctionner. Puis il montra un groupe de bâtiments. Le nouveau centre commercial qui a ouvert l'année dernière. Tout son parking est sur votre terrain. Le Sama Plaza, demandai-je, incrédule. C'était un nouveau centre avec des magasins, des restos et un supermarché. Il était toujours bondé. Le parking entier, confirma Tom. Et une partie du bâtiment principal aussi. Je restais à fixer la carte. Ils avaient tous empiété. Et techniquement, ils le faisaient encore. Que me conseillez-vous de faire, demandai-je. Ça dépend de vous, dit Tom. Légalement, vous avez le droit de réclamer votre propriété. Et de demander à ce qu'on enlève toutes les constructions illégales.
Mais Carlos ajouta. Ce serait sûrement plus pratique de négocier. Certaines de ces constructions valent des millions. Les propriétaires préféreraient payer pour le terrain que tout démolir et reconstruire ailleurs. Tout ça pourrait valoir combien, demandai-je. Tom et Carlos échangèrent un regard. Pour rester prudent, dit Tom. On parle de plusieurs millions de dollars. Rien que les droits de passage pour la station de ski pourraient valoir un demi-million par an. Par an? Oui. Les stations de ski paient très cher pour ça. Et cette station utilise votre terrain gratuitement depuis plus de 10 ans. Ce soir-là, après le départ de l'équipe de topographie, je me suis assise sur le porche avec tous les documents. C'était trop à digérer. J'étais passé du rôle de petite fille qui avait hérité d'une cabane inutile à celui de propriétaire de l'un des terrains les plus précieux de la région. Le lundi matin, j'ai appelé l'avocat dont le nom apparaissait dans la correspondance de ma grand-mère. Maître Martinez. Mademoiselle Hernandez, m'a-t-il dit quand je lui ai expliqué la situation. J'attendais cet appel depuis des années. Vraiment? Votre grand-mère m'a consulté plusieurs fois pour cette affaire. Je lui ai toujours dit qu'elle avait un dossier solide. Mais qu'il valait mieux attendre d'avoir tous les papiers en règle. Il semble que ce moment est enfin arrivé. Le dossier est vraiment solide? Avec les documents que vous m'avez décrits, extrêmement solide. Les intrusions sont bien documentées. Les limites sont claires. Et rien ne montre que les envahisseurs aient agi de bonne foi. Et maintenant? On a plusieurs options. On peut envoyer des avis juridiques demandant à ce qu'ils quittent votre propriété. On peut poursuivre pour dommages et intérêts. Ou on peut négocier des accords de vente. Que me recommandez-vous? Honnêtement, de commencer par les négociations. Ces gens ont beaucoup à perdre si on va au tribunal. Ils préféreront sûrement trouver un accord. Et si jamais ils refusent, on pourra passer aux poursuites. Mais croyez-moi, quand ils verront qu'on a des preuves solides et qu'on est sérieux, ils voudront négocier. On a fixé un rendez-vous pour la semaine suivante. Pour examiner tous les documents et décider de la stratégie. En attendant, j'ai décidé qu'il était temps d'affronter ma famille. Le mercredi soir, j'ai appelé mon père. Papa, je dois te parler de quelque chose d'important. Emma. Enfin. On s'inquiétait. Tu as décidé quoi faire avec la cabane? Oui, j'ai décidé. Mais d'abord, je dois te demander quelque chose. Tu savais que le terrain de grand-mère était bien plus grand que ce que tout le monde croyait? Un long silence. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai engagé des géomètres. Et il s'avère que grand-mère possédait plus de 2000 acres. Encore une longue pause. Emma. Qu'est-ce que tu dis exactement? Je dis que la maison de l'oncle Ricardo est sur mon terrain. Que le lotissement Medubiu est sur mon terrain. Que même une partie de la station de ski est sur mon terrain. C'est impossible. J'ai tous les papiers, papa. Des cartes de 1952, des études topographiques récentes, des photos aériennes. Tout est documenté. Emma, je ne sais pas ce que ces géomètres t'ont dit. Mais il doit y avoir une erreur. Il n'y a pas d'erreur, papa. Grand-mère savait tout. Elle a documenté ces intrusions pendant des décennies. L'intrusion? Oui, papa. Intrusion. Des constructions illégales sur un terrain privé. Mon terrain. Le silence à l'autre bout du fil était lourd. Papa. Emma, il faut qu'on parle de ça en face à face. C'est très compliqué. Compliqué? Compliqué pour qui? Pour toute la famille. Si ce que tu dis est vrai, ça va créer de gros problèmes. Les problèmes existent déjà, papa. La seule différence, c'est que maintenant je connais la vérité. Tu vas faire quoi? Je vais en parler avec l'avocat. Et décider ensuite si je négocie ou si je porte plainte. Emma, s'il te plaît, réfléchis bien. C'est ta famille. Justement, papa. C'est ma famille. Et ma famille a construit ses maisons sur mon terrain sans me demander. Après avoir raccroché, je me suis senti étrangement soulagé. Il n'y avait plus de secret. Plus besoin de faire semblant que tout allait bien. Le lendemain, l'oncle Ricardo m'a appelé. Emma, qu'est-ce que tu fais? Son ton était furieux, très différent de ses moqueries pendant la lecture du testament.
Bonjour, tonton Ricardo. J'exerce mes droits de propriétaire. De quelle propriété tu parles? Cette cabane est au milieu de nulle part. La cabane est au centre de ma propriété de 2347 acres. C'est ridicule. Je vis ici depuis plus de 20 ans. Dans Emma Maison, tonton. Sur MON Terrain. Et Emma, je ne sais pas ce qu'on t'a mis dans la tête. Mais ma maison est sur mon terrain. Je l'ai achetée. À qui tu l'as acheté, tonton? Silence. Eh bien, c'était un terrain vide quand j'ai construit. Le terrain vide ou terrain qui appartenait à ta mère. Emma, c'est absurde. Tu ne peux pas réclamer une terre où il y a déjà des maisons. Il y a des lois qui protègent les propriétaires. Oui, des lois qui protègent les vrais propriétaires. Tonton, je suis la vraie propriétaire. Tu vas ruiner toute la famille avec cette folie. Non, tonton. Vous vous êtes ruiné tout seul quand vous avez construit sur une terre qui ne vous appartenait pas. Après cet appel, j'ai reçu des appels de tout le monde. Tante Patricia pleurait, disant que j'allais détruire la famille. Ma cousine Malisa était furieuse, m'accusant d'être une opportuniste. Mon cousin Brolio essayait de me convaincre qu'il devait y avoir un malentendu. Mais l'appel qui m'a le plus blessé, c'était celui de mon père. Emma, ton oncle Ricardo m'a parlé de votre conversation. Dis-moi que tu ne vas pas continuer tout ça. Pourquoi je ne devrais pas, papa? Parce qu'on est une famille. Parce que ça va créer des problèmes qu'on ne pourra pas résoudre. Les problèmes existaient déjà, papa. Je fais juste face à la réalité. Emma, sois raisonnable. Ton oncle a construit cette maison de bonne foi. Il ne savait pas que c'était sur le terrain de ta grand-mère. De bonne foi? Il a construit sans vérifier à qui appartenait la terre? À l'époque, les choses étaient différentes. Il n'y avait pas autant de règles. Papa, grand-mère a acheté ce terrain en 1952. Ce n'était pas un secret. Mais personne n'a pris la peine de vérifier sa taille. Emma, pense aux conséquences. Ton oncle pourrait perdre sa maison. Et moi, je pourrais récupérer ma terre. Ça vaut la peine de détruire la famille pour de l'argent? Ce n'est pas pour l'argent, papa. C'est pour la justice. Parfois, la justice coûte trop cher, ma fille. Et parfois, l'injustice est trop confortable. Cette conversation marqua un point de non-retour. Je compris que ma famille s'attendait à ce que je me taise. Que je laisse tout comme c'était, pour préserver la paix. Mais je me rappelais les mots de grand-mère. Les vrais trésors ressemblent parfois à des déchets pour ceux qui ne savent pas voir. La semaine suivante, je me suis rendu au bureau de Maître Martinez. C'était un homme d'environ 60 ans, avec une bonne réputation en droit immobilier. Mademoiselle Hernandez, me dit-il après avoir examiné tous les papiers. C'est l'un des cas d'invasion de propriété les plus clairs que j'ai vus en 30 ans. Notre dossier est vraiment solide? Extrêmement. Votre grand-mère a été très intelligente en gardant tout avec autant de rigueur. On a des preuves claires de la propriété. Des preuves des invasions. Et des preuves que les gens savaient ou auraient dû savoir. Qu'ils construisaient sur un terrain qui ne leur appartenait pas. Et quelles sont nos options? On peut procéder de plusieurs façons. La plus agressive serait de poursuivre pour occupation illégale. Et exiger la démolition de toutes les constructions non autorisées. Et la moins agressive. Envoyer des lettres officielles à tous les envahisseurs. Leur expliquant la situation légale. Et leur offrant de négocier l'achat des parcelles qu'ils occupent. Vous me conseillez quoi? Je recommande de commencer par les lettres. Il est plus probable qu'on obtienne des accords sans passer par un procès. Mais on doit être prêt à poursuivre si les gens refusent de coopérer. Combien de temps ça prendrait? On peut envoyer les notifications la semaine prochaine. Après ça, on leur laisse 30 jours pour répondre. S'ils ne répondent pas, ou s'ils refusent de négocier, on passe aux poursuites. Et combien ça pourrait coûter, tout ça? Mes honoraires sont de 30% sur tout accord ou toute décision qu'on gagne. On ne vous demande rien à payer à l'avance. Ça m'a rassuré. Ça voulait dire que l'avocat était sûr de gagner. Quand peut-on commencer? Aujourd'hui même, si vous êtes prête. 2 semaines plus tard, les lettres officielles furent envoyées. Une pour l'oncle Ricardo.
Une pour chaque propriétaire du lotissement Medobiu. Une pour la station de ski. Et une pour les propriétaires du centre commercial. La réaction a été immédiate. L'oncle Ricardo est venu à la cabane le lendemain, furieux. « Emma, c'est quoi cette saloperie ?» Il m'attendait sur le porche quand je suis revenu de l'arrosage du jardin. Ça veut dire exactement ce qui est écrit. Tu as 30 jours pour répondre à notre proposition de négociation. Négociation ? C'est du chantage. Non, tonton. Le chantage, ce serait de te demander de l'argent pour quelque chose qui ne m'appartient pas. Là, c'est une propriétaire légitime qui propose de vendre une terre que quelqu'un occupe illégalement. Emma, je suis ton oncle. J'ai pris soin de ta grand-mère pendant des années. Et je t'en suis reconnaissante. C'est justement pour ça que je te propose de négocier au lieu de te poursuivre en justice. Tu veux combien ? Ce n'est pas ce que je veux, tonton. C'est ce que vaut le terrain. Et combien ça vaut ? D'après l'évaluation que j'ai commandée. Ta maison se trouve sur environ 2 acres premium avec vue sur la vallée. Le prix du marché actuel est d'environ 150 000 $ par acre. 300 000 ? T'es folle ? Non, tonton. Je suis raisonnable. Tu aurais pu acheter ce terrain il y a 20 ans pour une fraction de ce prix. Aujourd'hui, il vaut ce qu'il vaut. Je n'ai pas 300 000 $. Alors peut-être que tu peux faire un prêt hypothécaire. Ou bien on peut mettre en place un plan de paiement. Emma, s'il te plaît, sois raisonnable. Je suis raisonnable, tonton. Je te donne la chance d'acheter la terre que tu utilises gratuitement depuis plus de 20 ans. Et si je ne peux pas payer ? Alors on devra aller au tribunal. Et si je gagne, j'aurai le droit de demander que tu enlèves toutes tes constructions de mon terrain. Le visage de l'oncle Ricardo est devenu rouge. C'est de la vengeance. Tu fais ça parce que tu t'es senti humilié pendant la lecture du testament. Non, tonton. C'est de la justice. Et je me serais senti moins humilié si vous ne vous étiez pas moqué de mon héritage. Sans savoir ce qu'il valait vraiment. Les semaines suivantes, j'ai reçu des appels de tous les concernés. Certains étaient furieux, d'autres inquiets. Certains ont essayé de négocier immédiatement. Le propriétaire de la station de ski, un homme d'affaires nommé Robert Davison, est venu en personne à la cabane. Mademoiselle Hernandez, m'a-t-il dit. Je comprends que vous avez une réclamation légitime sur une partie de notre terrain. Une partie de mon terrain, l'ai-je corrigé. D'accord. Permettez-moi d'aller droit au but. Que devrions-nous faire pour régler cela à l'amiable ? Enfin, quelqu'un parlait mon langage. J'ai besoin que vous reconnaissiez que vous avez utilisé ma propriété sans autorisation. Et que vous payez pour l'usage passé. Ainsi que pour les droits futurs. De quel montant parle-t-on ? Mes avocats estiment que vous avez utilisé environ 50 acres de mon terrain. Pendant les 12 dernières années. Ça comprend 3 pistes de ski, un télésiège. Et une partie de vos installations de base. Pour l'usage passé, 20 000 $ par acre par an pendant 12 ans. Ça fait 12 millions de dollars. Davison a failli s'étouffer. 12 millions ? Plus les droits futurs. On peut structurer ça comme un paiement unique pour des droits permanents. Ou bien un loyer annuel. Mademoiselle Hernandez. C'est plus que ce que vaut toute la station. Alors peut-être que vous auriez dû vérifier à qui appartenait la terre. Avant de construire dessus. Laissez-moi consulter mes associés et mes avocats. On peut se revoir la semaine prochaine ? Les négociations ont duré 2 mois. Certains cas se sont réglés vite. D'autres ont demandé plus de discussions. Le premier accord a été avec 3 familles du lotissement Medobiu. Elles ont acheté leur terrain pour 120 000 $ chacune. Payable sur 5 ans avec intérêt. Le centre commercial a négocié un bail à long terme pour son parking. 50 000 $ par an pendant 50 ans. La station de ski a pris plus de temps. Mais on a finalement convenu d'un paiement unique de 3,2 millions de $. Pour des droits permanents sur les 50 acres qu'elle utilisait. L'oncle Ricardo a été le plus difficile. Je ne vais pas payer, m'a-t-il dit pendant notre dernière discussion. Juste avant la fin du délai. Si tu veux ma maison, il faudra me la prendre de force. D'accord, tonton, comme tu veux. On a lancé la procédure. Le procès a duré 6 mois.
Mais comme l'avait prédit Maître Martinez, on a gagné facilement. Le juge a ordonné à l'oncle Ricardo de payer 300 000 $ pour le terrain. Ou de quitter la maison sous 90 jours. Finalement, il a réussi à obtenir un prêt immobilier pour payer. J'espère que tu es fier de toi, m'a-t-il dit en me remettant le chèque. Tu as détruit la famille pour de l'argent. Je n'ai rien détruit, tonton. J'ai simplement réclamé ce qui m'appartenait. Ta grand-mère aurait honte. Non. Ma grand-mère serait fière. C'est elle qui m'a appris à défendre ce qui est juste. 5 ans ont passé depuis que j'ai trouvé cette boîte dans le placard de ma grand-mère. La cabane est toujours ma maison principale. Même si elle a maintenant l'électricité moderne. L'Internet par satellite. Et quelques conforts que ma grand-mère n'a jamais connus. J'ai utilisé une partie de l'argent des accords pour créer une fondation éducative en mémoire de ma grand-mère, centrée sur l'enseignement de la conservation des terres et des droits fonciers aux jeunes. J'ai aussi acheté les terrains voisins qui ont été mis en vente, ce qui a permis d'étendre la propriété à presque 3000 acres. C'est maintenant une réserve naturelle protégée, où les gens peuvent venir apprendre la préservation de la nature et la vie sauvage. Les relations familiales n'ont jamais été les mêmes. L'oncle Ricardo et tante Patricia me parlent à peine. Mes cousins m'évitent aux réunions de famille. Mon père essaie de maintenir la paix. Mais je sais qu'il pense que j'ai été trop dur. Mais quand je m'assois sur le porche de grand-mère, et que je regarde la vallée, dont je sais maintenant qu'elle m'appartient légalement, je ne ressens aucun regret. Je sens que j'ai fait ce qu'il fallait. Je sens que j'ai honoré la mémoire de grand-mère et de grand-père. Et parfois, quand le vent souffle entre les arbres, j'entends encore la voix de ma grand-mère. Les vrais trésors ressemblent parfois à des déchets. Pour ceux qui ne savent pas regarder, la cabane était devenue un empire. Et j'avais appris que la justice, même difficile, en vaut toujours la peine. Aujourd'hui, quand les touristes vont à la station de ski, ou font leurs courses au centre commercial, ils marchent sur une terre qui m'appartient officiellement. Mais plus important encore, ils marchent sur une terre protégée par 2 générations de ma famille, et qui continuera à l'être pour les générations à venir. Grand-mère avait raison. J'étais la seule à aimer cette terre comme elle. Et maintenant, c'est à moi d'en être la gardienne.